Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection pratique en formation dirigée par Véronique Bedin, Dominique Broussal, Daniel Berthaud et Catherine Delcroix. La collection pratique en formation regroupe des ouvrages qui traitent de l'évolution des différents types de pratiques sociales, des contextes dans lesquels elles s'inscrivent et de leurs méthodes d'observation. Les travaux retenus répondent à 3 objectifs majeurs. Construire des cadres de référence appropriés à l'analyse de pratiques contextualisées, étudier les interactions entre pratiques individuelles et organisationnelles dans des systèmes d'activités différenciés, formation, travail social, professionnalisation, développement local. Enfin, enrichir les savoirs et pratiques en formation tout au long de la vie selon une approche pluridisciplinaire. Dernière parution. Michel Saint-Jean, Vicky Leblanc-Dire, Formation des professionnels de santé, partenariat patient vers une perspective humaniste, 2020. Thérèse Perezroux, La réforme des études en santé entre universitarisation et professionnalisation. Le cas des instituts de formation en masso-kinésithérapie, 2019. Véronique Bedin, Serge Franc, Daniel Guy-Dire, Les sciences de l'éducation, pourquoi faire? Entre action et connaissance, 2019. Frédéric Hill, Sabrina Labé-Dire, Professionnalisation, repères et ouverture, 2019. Richard Etienne, Serge Rageano et Laurent Talbot-Dire, Peut-on encore parler de méthode pédagogique, 2019. Remerciements. Cette recherche-intervention-création n'aurait pu voir le jour sans que les portes du Centre culturel Saint-Cyprien de la mairie de Toulouse ne s'ouvrent en grand. Que Sébastien Séraphin, Victoria Ournac et Régine Bedin soient remerciés pour leur disponibilité et la qualité de leur expertise apportée à la concrétisation de notre projet commun. Ce livre se veut principalement un hommage aux 17 artistes en art graphique qui en ont alimenté le contenu et qui lui ont donné une âme. Valérie Ascos, Aude Ossillou, Yannick Dabouy, Valentine de Chabanex, Daniel Delors, Geneviève Desméraud, Alexis Deville, Bilitis Farny, Anne Sambert, Estelle Lacombe, Emmanuel Masson, Charlotte Massip, Anne-Frédérique Maurer, Hélène Mongin, Jean-Michel Prey, Matt Roussel et Nathalie Tousnakoff. Qu'ils et elles soient de tout cœur remerciés pour l'enchantement esthétique qu'ils et elles ont su créer, et qui a donné du sens à la finalisation de cet ouvrage. Les expositions du Centre culturel, l'Artoutech 2018 et Faire le mur, ont marqué nos esprits à tout jamais. Que soient remerciées les médiatrices culturelles, Nathalie Guillot, Bilitis Farny, Régine Bedin, artiste aussi, pour avoir permis que ces 2 manifestations existent, tout simplement. Que soit remercié Jean-Luc Haribault, auteur de l'avant-propos, dont le témoignage réflexif et poétique sur son rapport à la culture et à l'art offre une plus-value indéniable à cette recherche-intervention-création et l'ancre encore plus dans une histoire humaine, au cœur du faire-œuvre. Et que serait un livre sans les autrices et auteurs qui l'écrivent? Que soient chaleureusement remerciés nos chers collègues de sciences de l'éducation et de la formation, Lucie Ossel et Michel Saint-Jean, pour la rigueur de leurs analyses et la valeur heuristique de leurs textes. Que soit également remercié Sébastien Séraphin, pour sa pertinente contribution à la première partie du manuscrit. Que soit remercié Régine Bedin qui a embelli la couverture, et dont les illustrations métaphoriques de l'api-œuvre ponctuent esthétiquement chaque nouvelle partie de l'ouvrage, ainsi que Boris Mélinan dont les photographies mettent en lumière les œuvres des artistes de l'exposition Faire le mur. Que soit remerciée la Commission Culture, de notre université, qui a accordé son soutien à la valorisation sociale de cette publication, en subventionnant notamment la journée d'études du 15 octobre 2021 organisée dans ces murs. Que soient remerciés les relecteurs et relectrices, dont nous ne pouvons citer le nom de tous et toutes. Les représentants du Centre culturel, les artistes, les auteurs et autrices ou de l'avant-propos ou des chapitres, les collègues Régine Bedin, Michel Bourges, Jean-Philippe Gaudron, et tant d'autres dont les remarques constructives ont enrichi le texte produit. Pour terminer, nous avons également souhaité remercier notre maison d'édition L'Harmattan, Virginie Hureau et David Laplagne tout particulièrement, pour nous avoir permis de fabriquer ce manuscrit tel que nous voulions qu'il soit, dans toute sa spécificité intellectuelle et artistique. Et nous ne remercions pas la visiteuse qu'on n'attendait pas, celle qui s'appelle Covid-19 et qui s'incruste. Dominique Broussal,
Véronique Bedin et Jean-François Marcel, enseignants ES chercheurs CES à l'Université Toulouse, Jean Jaurès, heureux coordinateurs et coordinatrices de cet ouvrage. Présentation des auteurs et autrices. Jean-Luc Haribo est poète et photographe. Il a publié chez différents éditeurs une trentaine d'ouvrages à travers lesquels ces deux disciplines dialoguent et se répondent suivant des sujets d'études qui lui sont chers, comme le sacré et le profane, ou la perception du réel et de la réalité dans nos sociétés modernes. Il a obtenu le prix Louis-Guillaume de la poésie en prose et le prix international de poésie Max-Paul Fouchet. À 2 reprises, la région Occitanie l'a consacré lauréat de la Bourse d'écrivain. Il a réalisé un nombre important d'expositions en France et à l'étranger, soit à partir d'initiatives personnelles, soit en répondant à des commandes institutionnelles de villes, départements, régions ou organismes comme l'UNESCO. Il a également bénéficié d'une bourse internationale de l'Association française d'action artistique, AFAA, pour travailler sur la ville de Lisbonne. Pour cette exposition particulière, il est représenté par la Galerie du Château d'Eau à Toulouse. Depuis une trentaine d'années, il enseigne la photographie essentiellement dans le cadre de pratiques amateurs libres ou rattachées à différents organismes publics ou privés. Il est actuellement animateur culturel à l'atelier de photographie du Centre culturel Saint-Cyprien. Lucie Ossel est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation au sein de l'unité mixte de recherche éducation formation travail, savoir, UMREFTS, de l'Université Toulouse Jean Jaurès, France. Elle y est co-responsable du thème de recherche Changement en éducation et formation engagement, interaction, émancipation. Ses travaux portent sur les processus de recherche collaborative en évaluation, RCE, l'évaluation de dispositifs de formation dans des contextes de changement professionnel et l'accompagnement au changement à travers la démarche de recherche-intervention. Véronique Bedin est maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Toulouse Jean Jaurès, France. Ses travaux de recherche, effectués dans l'unité mixte de recherche éducation formation travail, savoir, UMREFTS, portent globalement sur la conduite et l'accompagnement du changement en éducation et formation. Dans ce cadre, elle a notamment réalisé des recherches-interventions qui mettent l'accent sur les relations participatives entre chercheurs et acteurs de terrain, dont ceux du milieu de la formation, de la culture et des arts par exemple. Attachée à promouvoir une vision anthropologique et praxéologique de la science, elle s'intéresse tout particulièrement au rapport entre la science et l'action ainsi qu'aux effets des recherches qu'elle conduit sur les utilisateurs potentiels de leurs résultats. Dominique Broussal est professeur en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Toulouse Jean Jaurès, France, et membre de l'unité mixte de recherche éducation formation travail, savoir, UMREFTS. Ses travaux s'intéressent aux changements auxquels différents acteurs, professions ou organisations se trouvent confrontés. Il aborde les démarches de recherche-intervention comme des formes possibles d'accompagnement du changement et interroge les conditions épistémologiques et méthodologiques de cet accompagnement, ainsi que l'acceptabilité sociale et scientifique d'une posture critique assumée. Le rôle des œuvres dans les processus de personnalisation et d'émancipation est au cœur de ses recherches actuelles. Jean-François Marcel est professeur à l'Université Toulouse Jean Jaurès où, pendant 2 mandats, il a dirigé l'unité mixte de recherche éducation formation travail savoir, UMREFTS. Préalablement, il a été directeur de la recherche à l'ENSFEA, École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole Toulouse-Hauteville, et depuis septembre 2020, il est directeur de l'école doctorale CLESCO Comportement, Langage, Education, Socialisation, Cognition, à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Il est également responsable d'un parcours de master du département des sciences de l'éducation et de la formation, recherche et expertise en éducation et formation, et élu à la commission recherche de cette même université. Par ailleurs, il dirige la revue internationale Les dossiers des sciences de l'éducation. Ses recherches portent sur l'accompagnement du changement et l'émancipation dans des contextes diversifiés, enseignement, formation, travail social, etc. À cet effet, il mobilise, de manière privilégiée, la démarche de recherche-intervention.
Michèle Saint-Jean est maître de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Toulouse Jean Jaurès et psychologue clinicienne. Elle est responsable du parcours de master, encadrement des services dans la santé et le social, dans le département des sciences de l'éducation et de la formation de cette université. Membre de l'unité mixte de recherche éducation formation travail, savoir, UMR-EFTS, ses travaux sont plus particulièrement centrés sur l'accompagnement du changement avec des visées praxéologiques liées au champ social et au champ de la santé. Sébastien Séraphin est depuis 4 années chef de service à la direction de l'animation socioculturelle de la mairie de Toulouse. Il manage une équipe de 48 agents territoriaux et anime un réseau de plusieurs dizaines d'associations dans le champ social et culturel autour des politiques publiques concernant la culture, la vie locale, la solidarité et l'éducation. Résolument humaniste, il s'attache à ce que chacun se sente grandi dans ses missions. Son travail va au-delà de la responsabilité des équipements culturels. Il met tout en œuvre pour que la culture soit partout, même là où on ne l'attend pas, à proximité des commerces, dans les jardins, les places publiques. Son credo, la complémentarité et la transversalité car pour lui, dans ces moments où les budgets sont contraints, en travaillant tous ensemble, on n'additionne pas les forces mais on les multiplie. En octobre 2021, fort de ce réseau, il a décidé de quitter ses fonctions pour prendre en charge, toujours à la mairie de Toulouse, les services handicap, accessibilité et centres sociaux, avec pour objectif le développement de l'inclusion tout en étant convaincu qu'un jour, il reviendra dans le champ culturel. Avant-propos. Jean-Luc Haribo. J'avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Je fais volontiers mienne cette citation de Paul Nizan, mais avec quelques arguments ajoutés, personnels, que je partage je crois avec un peuple vaste et silencieux de dépossédés. Car en ce temps-là, la beauté des choses n'était pas de mon âge. Je ne parle pas de la beauté naturelle du monde dont je pouvais disposer à ma guise, mais de celle que vous offre en héritage une famille, la culture. Et voilà le mot lâché, aussitôt dérobé, aussitôt récupéré par les bouches savantes du savoir-dire, du savoir-faire et donc du savoir-faire taire, vous n'y songez pas monsieur. La culture est à la portée de tous. Ainsi, j'étais cultivé sans le savoir, cherchant désespérément dans mon corps et dans mon esprit les petites graines théâtre, cinéma, opéra ou musée que j'avais souvent aperçues prêtes à germer chez certains de mes camarades. Mais voilà, aride je me découvrais, mes chers parents trop abîmés par l'usine, les heures supplémentaires et les maladies professionnelles, ne m'ayant jamais amené dans ces jardins enchanteurs qui font souvent les avenirs enchantés. Certes, il y avait eu Aznavour et sa misère moins pénible au soleil, mais la question demeure pour moi. Comment ai-je pu devenir un artiste, un animateur culturel, quelqu'un qui n'a jamais cessé de donner aux autres ce dont il a été cruellement privé? La réponse ne saurait éviter la complexité. Comme toute réponse à une énigme existentielle où sujets d'études et chercheurs se confondent dans un éblouissement qui peut vite mener à une cécité accablante. Étant moi-même poète, je m'octroierai ici le droit de réclamer de l'aide à mon très illustre collègue et prédécesseur, Arthur Rimbaud. Les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Merveilleux fleuve du hasard des rencontres, des amitiés riches de sens, des transmissions de savoir qui augmentent ce quelque chose, innommable, minuscule étincelle des origines, presque rien. Et donc une réponse, j'en conviens, qui n'en est pas tout à fait une, hélas, ou tant mieux, puisqu'il s'agit d'un poème, lequel est rarement une réponse mais une pause, un bref repos, en attendant que surgissent dans le firmament du doute, les prochains météores de l'interrogation. Pourquoi ai-je besoin de la médiation culturelle pour mieux diriger mes propres recherches? Et cette avant-garde de réponse, évidente comme surgit de nulle part.
amener le plus d'esprit et de corps possible sur les territoires mystérieux du faire, du créer. De cela convaincre à tout prix. Et postuler intuitivement que tout individu, dans un moment de vie particulier, saura faire œuvre, c'est-à-dire s'extraire des mécanismes inévitables et nécessaires de l'imitation humaine. Se décaler un tant soit peu du groupe fondateur, se singulariser. Entendez par là, être seul, avec la chose faite, pondue, jetée, crachée. Seul, avec cette chose qui vient de naître de soi pour soi et pour les autres. Qui la voudront ou pas. La comprendront ou pas. La poseront quelque part sur le cœur palpitant, ou tout près de ce vide affreux, de ce précipice qui borde l'humanité entière et dont le nom présent est l'oubli, et le nom éternel néant. Oui, œuvrer c'est aussi cela, tenter la présence et dans le même temps risquer l'anéantissement. On l'aura compris, l'histoire est à prendre très au sérieux. Les images jaillissent et fusent, volcaniques, incandescentes. La blessure punitive de Van Gogh, les électrochocs rectificatifs d'Artaud et autres côté artistes. Les œuvres dites dégénérées, les feux de livres en place publique, côté barbare. Je me souviens d'un jeune psychotique, Mathieu, qui en marchant dans la cour me serrait fort le bras. Tu vois, c'est comme une ville dans ma tête. La chose n'était pas pour me déplaire, je l'avoue. J'imaginais les sombres et inquiétantes perspectives de Chirico, mystère et mélancolie d'une rue partagée par le fou et moi. Territoire commun, communément saisi dans un même élan insufflé par un art libérateur. Je devais rudement déchanter quelques minutes plus tard quand, dans la chambre noire, je faisais réaliser à Mathieu une empreinte photographique de sa main. Apparaissant dans le révélateur, l'image déclencha chez le jeune pratiquant des hurlements et des pleurs. Une terreur absolue que seule une fuite immédiate vers la lumière du dehors apaisa. Cas d'école m'expliquèrent les psychiatres et les éducateurs qui, avec le temps, et beaucoup de patience, ramenèrent le jeune homme à la lumière rouge du laboratoire. École âpre de la réalité pour moi, où les fumées molles de la théorie se cristallisaient sans prévenir en une matière pratique, inexpugnable. Un individu bouleversé, heurté et violemment expulsé de lui-même par ce qu'il venait de produire. Je désirais donner une leçon, mais l'inverse s'était produit. Mathieu m'offrait l'exemple, grave, dur, exagéré jusqu'à la douleur morale par la maladie, mais profondément humain. Humain par cela de partager. La chose, ainsi produite dans le modeste cadre d'une pratique culturelle, capable d'induire l'inattendu, le soulèvement et, osons le dire parfois, un changement de vie. J'en ai connu beaucoup depuis, confrontés de la sorte à l'inexplicable de ce qu'ils enfantaient eux-mêmes. Étonnement. Peur. Satisfaction. Déception. Colère. Arrêt. Reprise. Et un chemin emprunté qui tout doucement, année après année, amène ces promeneurs curieux, femmes et hommes, citoyens trop bien formatés ailleurs. Là où ils n'imaginaient même pas aller. Prise de conscience ou surprise de l'inconscient, le sujet des ateliers artistiques se découvre agissant et miracle, cela sans commandement ni ordre, sans tableau ni note, dans une autonomie de faire que l'école lui a rarement offerte. Mais il n'est pas le seul sujet, d'autres sont présents, à égalité de liberté et d'audace, de proposition et de partage. Autre temps, autre lieu, le Centre culturel Saint-Cyprien. Je suis encore un jeune animateur et sans peur, sans douter une seule seconde des conséquences possibles, j'ai proposé à mes adhérents le thème de l'année, l'intime. Martine est revenue parmi nous, après une longue maladie qui lui a coûté l'ablation d'un sein. Elle réalise des autoportraits, torse nu devant la glace. Elle a donné ces images à développer à une enseigne connue qui, par on ne sait quelle distorsion esthétique, refuse de faire payer les photographies floues, jugées sans doute comme indigentes pour notre société en quête de netteté hygiéniste. L'étiquette non facturée a été collée sur le sein macant, sur la blessure encore vive. L'image aveuglante est posée sur la table. Silence. Très long silence. Et puis des mots, ceux de la colère et de l'indignation. Ainsi naît la parole. Le collectif se met en mouvement. L'instant est éprouvant, mais superbe comme un orage qui, après les éclairs et la foudre, enfantera le bleu du ciel. On parlemente. On critique. Les arguments pleuvent dans toutes les directions, d'accord, pas d'accord, que faut-il faire de ce gros nuage noir ? La discussion gronde longtemps mais peu à peu, un consensus impose son éclaircie, on gardera l'image. On l'exposera même, en fin d'année. Les participants à l'atelier ont conclu, apaisés et unanimes.
En ajoutant une étiquette utilitaire en forme de censure, l'iniquité commerciale a renforcé l'image déjà puissante de Martine. Une œuvre est née en piégeant dans un drôle de hasard objectif, un système aux réglementations absurdes et coercitives. Plus tard, en publiant le cliché, un grand quotidien national paraphera notre décision collective. Ainsi vivent et travaillent ces ateliers du soir, et on y découvre presque toujours la fraîcheur de ce qui semble aujourd'hui quelque peu oublié. Le vertigineux élan du collectif, la force de réflexion commune par laquelle, paradoxalement, la création solitaire s'y trouve respectée et soutenue, et comme protégée de la peur ontologique paralysante qu'elle suscite. Mais après le choc individuel de la création, le passage par le tamis et le façonnage solidaire du groupe, vient le moment de montrer. De donner à voir, à réfléchir dans la joie, et parfois dans le doute et l'anxiété. C'est que le jugement, maladie infantile de l'éducation, a laissé ses traces. Mais le public des ateliers culturels est un public bienveillant. Et je ne dis pas facile, ou acquis, ou flatteur. Je dis qu'il veille bien à comprendre et à accompagner ce qui demeure malgré tout un début, une naissance, même si le cri de ce qui vient de naître est quelquefois une note d'une justesse à couper le souffle. Une note qui un jour peut-être fera musique, dans un monde plus rude, plus intransigeant. Le monde de l'art, et je vous laisse la liberté si vous le souhaitez ou non, de rajouter des majuscules. Mais voilà que semblablement à Georges Perec, une fois encore je me souviens. Fin d'année scolaire, projection publique des ateliers de photographie du Centre culturel Saint-Cyprien. Plus de 200 personnes sont présentes, assises dans l'herbe, face à un écran sur lequel, à égalité de surface et de lumière, les travaux se succèdent. Perfectionnement, confirmé, recherche, coup de cœur, car il faut bien nommer pour bien veiller justement et saisir ces choses qui au regard s'offrent. À parité de traitement avec tout le reste, apparaissent à l'écran les travaux de la classe de SECPA dans laquelle, mes collègues et moi, intervenons depuis 1 an. Comme pour les autres séries d'images, le public surpris, conquis, applaudit. Sans chiquer, les jeunes présents sont bouleversés de cette réception. Étrangers à ce milieu, ils sont à la fois émerveillés et déconcertés de l'effet inattendu que leurs œuvres viennent de produire. Et les applaudissements, n'en doutons pas, sont pour eux synonymes de respect et de reconnaissance. L'un d'eux, Anas, ému, se lève et vient me dire « Ça alors monsieur, c'est… » Par 2 fois, il reviendra me voir, et par 2 fois ne finira pas sa phrase. Qu'importe. J'aime ce manque de termes, cette absence jolie, je peux la combler en y glissant des mots comme gagner ou réussi. Ou plaisir aussi. Et très modestement, car je sais bien que le chemin est long et tortueux, et je n'ai jamais cru aux démagogiques tous artistes. Mais plutôt à tous les mêmes moyens pour être. Un peu plus que le minimum offert par les cieux très variables de la naissance. Ainsi vivent et continueront de vivre longtemps, je crois, ces pratiques artistiques amateurs. Certes, je n'y ai jamais vu de révolution brutale, mais des changements vifs, des passions exigeantes et des exaltations nouvelles, oui, et beaucoup. Et quels que soient les milieux concernés, entreprises, instituts psychiatriques, lycées d'enseignement général ou agricole, prisons ou ateliers municipaux. On s'y grandit et on s'y émancipe. Et celui qui enseigne autant que les autres. Je n'en fais guère un mystère. Il m'est arrivé quelquefois de mêler mon art à celui des adhérents comme je n'aurais guère eu le loisir de le faire dans l'enseignement traditionnel. J'ai alors vécu ces précieuses séances à la manière d'une générale de théâtre, mais une générale coopérative où, dans la friction primitive de l'expérience et de la critique commune, il m'a été permis de m'extraire de la solitude, parfois éprouvante, intrinsèque à toute création. Et aussi, sans aucun doute, de multiplier alors l'intensité et le devenir de ce que j'étais en train de concevoir. Affiné et ciselé, avec l'humilité de celui qui débute et sait encore écouter, dans ce retournement prodigieux de situation où l'enseigné devient sans le vouloir, l'enseignant. Mais que voulez-vous ? La narveté des commencements et l'innocence du dilettante ont leurs vertus. Ce ne sont pas les seuls, c'est ce dont je désirais m'entretenir ici. Mais celle-ci ajoute l'ultime pierre à ce magnifique édifice qu'est une pratique amateur. Il s'agit bien d'un échange. Un bel échange, d'une intensité et d'une qualité rare. Donner pour mieux recevoir. Et c'est très beau. Car n'oublions jamais que l'amateur avant toute chose, est celui qui aime. Juillet 2021. Introduction générale. Dominique Broussal.
Aucun homme n'est une île. Le lecteur reconnaîtra sans aucun doute le titre du célèbre poème de John Donne, paru en 1624, après la période de longue maladie que son auteur eut à connaître. Cette 17e méditation, traduction française du terme anglais devotion, se poursuit de la façon suivante. Aucun homme n'est une île, complet en soi-même, chaque être humain est une partie du continent, une partie du tout. Nous pourrions dire la même chose de toute œuvre humaine. Aucune d'elles n'est à proprement parler une île, chacune emporte avec elle les échos des rivages auxquels son auteur a abordé, chacune éveille chez son lecteur ou son spectateur les souvenirs d'autres œuvres lues, vues, entendues. Non seulement le présent ouvrage n'échappe pas à la règle, mais c'est avec bonne grâce qu'il s'y soumet, puisque son ambition est précisément de s'inscrire dans une continuité institutionnelle, scientifique, méthodologique et politique, continuité dont nous préciserons la nature ci-après. Cet ouvrage n'est pas une île. Et il est important que nous prenions le temps, pour les lectrices et les lecteurs qui y accostent, de préciser la multiplicité des amarres qui nous rattachent à nos continents d'appartenance, continents dont les noms lui sembleront de prime abord aussi étranges que ceux que l'on déchiffre sur un planisphère ancien, mais avec lesquels il se familiarisera peu à peu. Nous ouvrirons l'introduction générale de cet ouvrage scientifique intitulé « Exposition et œuvres en question » et portant comme sous-titre « Une recherche-intervention-création dans un centre culturel toulousain », en donnant un aperçu de sa thématique principale. Nous reviendrons ainsi sur les motifs qui ont conduit une équipe de 5 chercheurs en sciences de l'éducation et de la formation, appartenant toutes et tous à l'unité mixte de recherche éducation-formation-travail, savoir, l'UMREFTS, de l'Université Toulouse Jean Jaurès, France, à s'engager dans un partenariat avec le Centre culturel Saint-Cyprien de la mairie de Toulouse pour réaliser 2 ans durant un travail de recherche sous une forme relativement inédite, une recherche-intervention-création. Préciser les questions auxquelles cette RIC avait l'ambition de répondre, nous conduira à les situer dans un contexte plus large. Nous montrerons en effet comment ce questionnement s'inscrit dans le prolongement de travaux qui ont été menés depuis 2011 au sein de cette UMR-EFTS, travaux portant sur les questions de changement et d'accompagnement du changement, travaux résolument inscrits en sciences de l'éducation et de la formation, ce qui a son importance, travaux qui ont conduit le collectif de chercheurs concernés à stabiliser une démarche de recherche spécifique sous la dénomination de recherche-intervention. Ces 10 années de recherche ont donné lieu à de très nombreuses publications, communications, journées d'études ou colloques. Celles-ci seront évoquées tout au long des chapitres à venir, nous ne les détaillerons pas ici. Cette dynamique scientifique s'est d'abord déployée dans une entrée thématique de l'UMREFTS, conduite et accompagnement du changement, puis dans un thème de cette même unité depuis septembre 2020, changement en éducation et formation, engagement, interaction et émancipation. Une fois le projet scientifique de l'ouvrage et sa genèse précisée, nous nous attacherons à présenter l'organisation du texte, son architecture globale tout d'abord, qui vise à garantir sa cohérence d'ensemble, mais également la structuration fine des 4 parties qui répondent chacune d'elles à des enjeux spécifiques, ce qui leur donne d'ailleurs des tonalités particulières auxquelles nous espérons que le lecteur sera sensible. Notons, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, que les chapitres ont été conçus par leurs auteurs et autrices pour permettre une lecture autonome. Ceci explique que nous ayons fait en sorte de mettre à disposition, de façon systématique, les éléments nécessaires à la compréhension du propos. D'où les notes de bas de page qui reprécisent régulièrement la qualité des personnes que nous évoquons, la nature des dispositifs cités, etc. Ces redites sont volontaires. En dépit du nom qu'elles portent, les annexes auront elles aussi droit de citer dans cette introduction générale pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons ci-après. Comment des enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation et de la formation en sont-ils venus à s'intéresser aux œuvres graphiques et à ce qui pouvait se passer avant, pendant ou autour de leur exposition dans un centre culturel de la ville de Toulouse ? Car les œuvres graphiques sont bien au cœur de cet ouvrage et de la RTC dont il rend compte. Il suffit pour s'en convaincre de voir la place que tiennent les illustrations dans ce livre. Depuis la couverture que nous devons à Régine Bedin, à ces livrets qui rassemblent, avec leur autorisation, certaines des œuvres produites par les artistes des 2 expositions l'Artoutech 2018 et Faire le mur,
sans oublier ces pieuvres qui ponctuent chaque début de partie, clin d'œil au chapitre de L'. Un des auteurs et coordonnateurs de cette publication, Jean-François Marcel, entre les bras de la pieuvre, dans la 4e partie de l'ouvrage. Cette présence des images est assez inhabituelle pour être soulignée. Les productions de notre discipline sont plus coutumières des tableaux et des schémas, et nous voulons dire ici la fierté et l'émotion qui sont les nôtres de proposer aujourd'hui un livre qui ressemble un peu, avec tous les guillemets que notre modestie nous impose, à ces ouvrages d'art, dans lesquels nous aimons tant nous perdre. Comment expliquer donc cette rencontre inattendue de la recherche en éducation avec l'animation socioculturelle et les arts graphiques? La question invite à un retour en arrière que nous nous efforcerons de rendre aussi bref que possible. Nous évoquions à l'instant la création de l'UMR-EFTS en 2011 et la constitution d'un groupe de chercheurs regroupés dans une entrée thématique dont le projet scientifique était de produire des connaissances sur la conduite et l'accompagnement du changement. Le constat à l'origine de cette orientation originale pour la discipline des CEF était celui de l'omniprésence du changement dans les différents contextes d'éducation, de formation ou de soins, dans lesquels nous conduisions nos recherches. Cette omniprésence s'accompagnait d'un déficit paradoxal de conceptualisation du terme de changement. À cela s'ajoutait l'idée selon laquelle le changement, par les déséquilibres qu'il pouvait produire tout comme par les développements qu'il requérait, pouvait être producteur d'apprentissage, mais que ceci nécessitait des conditions particulières qu'il s'agissait d'identifier. Ajoutons enfin, et c'est le côté plus politique de l'affaire, que certaines démarches de conduite du changement dont nous avions connaissance nous semblaient faire peu de cas du point de vue des acteurs de terrain, de leur négatricité, Ardoino 2000, à laquelle nous sommes personnellement attachés, ou de leur émancipation. Nous avons ainsi élaboré, expérimenté puis progressivement affiné des démarches de recherche qui nous permettaient à la fois de produire des connaissances sur les phénomènes de changement, de promouvoir un caractère participatif, de produire un accompagnement par la recherche favorisant, à la fois le développement des organisations et l'émancipation des acteurs, tout cela en répondant à l'exigence d'une production scientifique de qualité. Selon cette perspective, notre définition du changement et de son accompagnement s'éloigne bien sûr d'une approche managériale ou marquée par une fonction exclusivement technique. La question des œuvres est intervenue au regard de réflexions et d'échanges que nous pouvions avoir dans notre collectif de chercheurs sur la question de l'émancipation. Nous fonderons théoriquement et empiriquement ce terme des œuvres dans le cours de l'ouvrage. On peut l'entendre ici dans son acception courante, c'est-à-dire renvoyant à la production d'un artiste ou d'un écrivain, mais aussi à celle d'une personne ordinaire qui cherche à exprimer et à fixer par un moyen qui lui est propre, des idées, des émotions, des expériences qui ont pour elle une valeur particulière. Au-delà de l'intention certes louable de contribuer à l'émancipation des acteurs, nous nous interrogions ainsi sur ce qui pouvait concrètement la favoriser. Y avait-il des dispositifs que nous pourrions introduire dans nos démarches de recherche-intervention, et qui seraient à même de favoriser cette dynamique? Comment pouvions-nous nous émanciper ensemble? Le recours aux œuvres est alors apparu parmi les scénarios possibles, grâce à des lectures déterminantes, Brunner 2010, Frère 1968, 1971, Meyerson 1948. L'auteur de cette introduction en a fait l'épine dorsale de son habilitation à diriger les recherches, intervention et accompagnement du changement en éducation, vers une approche contre-culturelle de l'émancipation, Broussal, 2017. Si les travaux qui ont pu être menés depuis ont permis d'ancrer institutionnellement cette question des rapports entre œuvre et émancipation, et de l'inscrire dans la perspective de recherche-intervention visant à accompagner le changement, il restait toutefois à aborder de façon frontale, systématique et ambitieuse, la question des fonctions sociales, éducatives et émancipatrices de l'œuvre et notamment de l'œuvre d'art qui en est l'archétype. C'est là le cœur du projet, et le cœur du présent ouvrage. Nous pourrions le résumer en 4 questions principales. 1. Quelles fonctions les œuvres d'art assument-elles pour celles et ceux qui les produisent, ou qui les reçoivent en ce début de XXIe siècle? 2. De quelle façon l'expérience de l'œuvre peut-elle être considérée comme éducative, c'est-à-dire source d'apprentissage et d'émancipation? 3. Comment les œuvres contribuent-elles à l'interprétation des changements auxquels nous sommes confrontés, et permettent-elles d'agir sur eux de façon individuelle et collective?
4. À quelles conditions les œuvres elles-mêmes peuvent-elles devenir des vecteurs de changement, tant au niveau personnel qu'à un niveau plus sociétal? C'est donc au pouvoir transformatif des œuvres que nous souhaitions nous intéresser, dans les registres sociaux, éducatifs et politiques que nous venons de pointer. Un tel programme supposait un collectif désireux de s'y consacrer. Cela supposait également une forme de vigilance, afin que nous parvenions à maintenir notre approche de l'œuvre d'art dans les cadres épistémologiques et méthodologiques qui sont les nôtres. Car c'est bien la potentialité éducative et émancipatrice de l'œuvre, la question des dispositifs de médiation qui s'y rattachent, celle du type de relation et de rapport qu'elle suscite sous cet angle qui nous intéressait. Et notamment dans la perspective de pouvoir ensuite, en bénéficiant d'une théorisation robuste, mobiliser des pratiques de production ou de réception d'œuvres diverses au sein des collectifs que nous accompagnerions dans le cadre de recherche-intervention. C'était là notre but, et pas ce qui aurait pu relever d'une ontologie de l'œuvre d'art, d'une réflexion de type esthétique, ni même d'ailleurs d'une approche sociologique des œuvres, perspective dont nous ne méconnaissons ni ne sous-estimons l'importance, comme le lecteur pourra s'en assurer dans le cours de l'ouvrage. Le partenariat avec le Centre culturel Saint-Cyprien, lieu dédié à l'animation socio-culturelle, et la possibilité qui nous fut offerte en travaillant à partir de 2 expositions d'art graphique, l'Artoutech 2018 et Faire le mur, de pouvoir embrasser l'ensemble du spectre, création, médiation, réception, en nous situant résolument au cœur d'une perspective éducative à laquelle le centre lui-même est très sensible, ne pouvait que ravir l'équipe des 5 enseignants-chercheurs qui est engagée dans cette RIC. Ce collectif se constitua aussitôt et se mit au travail, élaborant en lien étroit avec l'équipe du Centre culturel Saint-Cyprien les contours de la RIC qui débuta à l'automne 2019 et dont cet ouvrage rend compte 2 ans plus tard. La crise sanitaire de la Covid-19 s'est malheureusement manifestée quelques semaines seulement après le démarrage de ce beau projet, et elle se prolonge encore. Nous ne lui avons pas laissé emporter la mise puisque notre livre a bien été publié, envers et contre tout. Abordons à présent la structure générale de l'ouvrage. Celui-ci se compose de 4 grandes parties. Première partie, chevalet et pinceau. Deuxième partie, atelier et toile. Troisième partie, toile déchirée, toile réinventée. Quatrième partie, simèse et environ. La métaphore utilisée dans ces titres de partie renvoie au long processus d'élaboration de l'œuvre, mais aussi aux différentes logiques qu'elle mobilise au cours de ce processus complexe, elle-même inscrite dans des espaces, des formes symboliques et des modes d'intelligibilité différents. Le titre de la première partie, Chevalets et pinceaux, met en évidence le fait que, comme dans l'activité artistique, une démarche de recherche ne commence pas avec la démarche de recueil de données, l'analyse ou la production des résultats, mais qu'à l'instar d'un peintre, le chercheur prépare ses outils, aménage l'environnement de son intervention, se dispose lui-même intellectuellement de telle façon à entrer dans l'activité de recherche. Ce travail de préparation est loin d'être un temps perdu. Nous reviendrons à plusieurs reprises dans le corps de ce texte sur le rôle qu'il peut jouer en termes de déclencheur de créativité. Pour les chercheurs intervenants, ce temps relève également d'une forme de vigilance critique, d'une exigence déontologique qui leur fait obligation de préciser les conditions dans lesquelles la recherche, ici la RIC, s'est construite. Cette première partie s'organise elle-même en 2 chapitres. Dans le chapitre 1, présentation du contexte de la recherche-intervention-création, Véronique Bedin, Dominique Broussal et Sébastien Séraphin s'attachent à mettre à la disposition du lecteur tous les éléments qui l'aideront à se faire une idée très précise du contexte institutionnel et artistique dans lequel la RIC prend sens. La présentation du Centre culturel Saint-Cyprien permettra ainsi de découvrir les missions et le fonctionnement de cette structure, en l'inscrivant dans le cadre plus large de la politique d'animation socio-culturelle de la mairie de Toulouse. La présentation des 2 expositions, l'Artoutech 2018 et Faire le mur, ainsi que celle des artistes et de leurs œuvres, constitue un deuxième temps fort de ce chapitre, déterminant au regard de l'enjeu de l'ouvrage. Tout aussi importante au regard des enjeux éducatifs de la recherche, mais également pour la compréhension de ce terme de création, qui singularise la démarche de RIC par rapport aux formes antérieures de recherche-intervention, le lecteur sera précisément informé du contenu et du déroulement des 2 stages d'art plastique adulte,
organisé au Centre culturel en lien avec les deux expositions l'Artoutech 2018 et Faire le mur. Ce sous-chapitre relatif aux stages permettra également de s'y intéresser en tant qu'expérience vécue, à la fois par les deux artistes intervenants qui les ont animés, par les stagiaires et par les enseignants-chercheurs, avec une fonction de chercheurs intervenants dans ce projet de RTC. La section 1.3.6.2 traitera d'ailleurs de l'expérience transformative du sujet chercheur intervenant à l'épreuve de la création artistique. En lien direct avec ce que nous évoquions plus haut de la déontologie de la recherche, le chapitre 2 de cette première partie, rédigé par Véronique Bedin et Dominique Broussal, propose une présentation de la démarche de recherche-intervention-création réalisée au Centre culturel Saint-Cyprien. En resituant la démarche de RTC dans le cadre des recherches-interventions, les auteurs mettront en évidence les spécificités de la démarche menée auprès du Centre culturel Saint-Cyprien. Ils consacreront ensuite un temps nécessaire à décrire les populations enquêtées et les outils de recueil de données utilisés dans cette RTC, qui s'inscrivent dans une méthodologie de type principalement qualitatif, et marquée par la pluralité des techniques mobilisées et d'une interprétation croisée des résultats de l'enquête. Cette préoccupation est d'autant plus importante que l'ouvrage se veut une ressource à l'usage des étudiants de master ou de doctorat qui souhaitent mobiliser, dans leur mémoire ou leur thèse, des démarches comparables. Il s'agit également de permettre aux lecteurs de l'ouvrage d'accéder au monde parfois caché de la recherche dans lequel s'élabore techniquement la proposition scientifique, comme celui de l'atelier des artistes où se crée la proposition artistique, pas toujours accessible au public non plus. Au-delà de ces perspectives, c'est aussi pour nous une volonté forte de montrer le niveau d'exigence et de rigueur qui sont les nôtres dans ce type de recherche. Nous l'envisageons comme une obligation, à la fois au regard de notre éthique de chercheur et au regard des engagements que nous avons avec notre partenaire. Le rideau peut dès lors s'ouvrir sur la deuxième partie. Intitulée « Ateliers étoiles », elle permet de découvrir l'œuvre scientifique produite, la toile des analyses et le chatoiement des résultats. Le discours change de tonalité, la description cède la place à l'argumentation, à l'explicitation, à l'exemplification et à la démonstration, même si, comme cela sera rappelé à plusieurs reprises, nous nous situons ici dans une perspective compréhensive. Cette deuxième partie s'organise en 3 chapitres successifs. Dans le premier chapitre, Véronique Bedin et Dominique Broussal proposent un portrait pluriel et évolutif des artistes de la recherche-intervention-création réalisée. L'analyse conduite à partir des entretiens réalisés avec les 17 artistes interviewés permet de mettre en évidence 3 typologies successives, dont le caractère heuristique et l'originalité nous paraissent à souligner. La dernière typologie permettra ainsi de formaliser les différentes figures de l'artiste créateur, de l'artiste intervenant, de l'artiste médiateur et de l'artiste engagé. Soulignons un point qui nous paraît essentiel, surtout au regard du contexte de la Covid-19, c'est l'attention portée dans ce chapitre aux conditions matérielles de la vie d'artiste dans une section 1.4, fort justement intitulée « Vivre ou ne pas vivre de son art ». Lucie Ossel et Véronique Bedin abordent ensuite l'herméneutique de l'œuvre, dans un deuxième chapitre qui s'attache à éclairer la question essentielle du rapport aux œuvres. L'enjeu est important au regard de la thématique centrale de l'ouvrage. Elle met ainsi en évidence un ensemble d'influences qui sous-tendent le rapport artiste-œuvre. L'influence de l'être, l'influence du geste et l'influence d'un système de référence. À chaque type d'influence correspondent des rapports spécifiques de l'artiste aux œuvres, celles qu'il crée lui-même, mais pas seulement, un rapport intime, un rapport technique, un rapport transformatif, etc. Les autrices élargissent ensuite leurs propos en s'intéressant au rapport public-œuvre, conformément au titre de l'ouvrage qui met l'accent sur les expositions, lesquelles ne pourraient se concevoir sans la présence de celles ou ceux qui viennent justement y découvrir ces œuvres. Dans le droit fil du chapitre précédent, Michel Saint-Jean et Dominique Broussal s'intéressent quant à eux aux relations artistes, publics et médiateurs culturels. Ils nous amènent ainsi à parcourir le chemin qui va de la création solitaire à l'œuvre exposée en s'intéressant par exemple à l'épreuve que peut constituer pour un artiste le dévoilement de son œuvre, et ce mélange d'appréhension et d'attirance qui nimbe la rencontre de l'artiste avec le public. Essentiel au regard de la perspective d'accompagnement au changement que nous évoquions en ouverture de ce texte, les auteurs nous amènent à réfléchir au duo que forment œuvre et changement.
La dernière section de ce chapitre 3.3, intitulée Le centre culturel, du rapport au médiateur au rapport au public, s'inscrit de façon centrale dans la perspective selon laquelle les sciences de l'éducation et de la formation abordent cette question de l'œuvre graphique. Comme nous aurions aimé ne pas avoir à écrire cette troisième partie, toile déchirée, toile réinventée. Car même si l'aventure et le dialogue dont elle rend compte nous sont précieux, même si, grâce au talent des 7 artistes de la Grande Ourse que nous présenterons, nous avons pu d'une certaine façon faire de l'or de cette boue, dans laquelle nous nous trouvons toujours et encore englués depuis la fin de L'. Année 2019, la crise sanitaire de la Covid-19 a déchiré la toile de bien des vies, la toile de notre quotidien, et bien évidemment la toile de la RIC que nous étions en train de peindre lorsqu'elle s'est déclenchée. Cette partie traite donc de la survenue de cette crise sanitaire sans précédent. Elle fait état de l'initiative d'un collectif de 7 femmes artistes, 5 d'entre elles ayant participé à l'exposition Faire le mur au Centre culturel Saint-Cyprien, qui se mirent à produire 7 images par jour durant le premier confinement que la France a connu, de mars à mai 2020. Elle fait place aux expériences de création, de dialogue avec les œuvres graphiques puis de dialogue avec les artistes dans lesquels se sont engagés les 5 chercheurs intervenants de la RIC. 2 chapitres la composent. Dans le premier, Toile déchirée, et la Covid-19 fut soudain parmi nous, Dominique Broussal et Véronique Bedin reviennent sur l'émergence de la crise sanitaire en quelques dates. Le deuxième chapitre, Toile réinventée, La Grande Ourse s'allume dans la nuit, permet aux mêmes auteurs de présenter tout d'abord l'initiative des 7 artistes de la Grande Ourse, puis de donner à voir le dialogue qui s'est instauré entre les images produites à partir des 5 mots retenus, travail, maison, périmètre, visage, échappé, ici cités dans L', ordre dans lequel ils apparaissent dans ce deuxième chapitre, et les écrits que les chercheurs intervenants ont produits pour faire état de leur réception sensible des œuvres. Le chapitre se clôt par quelques courriels qui rendent compte des échanges qui ont pu avoir lieu à l'issue de cette création croisée entre les artistes et les chercheurs. La 4e partie de l'ouvrage s'intitule « 6 mai et environ ». Poursuivant la logique métaphorique que nous avons empruntée, nous convoquons ce terme de 6 mai qui renvoie au rail qui permet d'accrocher les tableaux, et donc à une perspective d'exposition, ce moment important où l'œuvre ayant atteint un premier stade de maturation, la production par l'artiste, poursuit son existence, se transforme et se récrée dans le regard des spectateurs. Cette 4e partie propose de revenir sur la RTC pour porter 2 théorisations complémentaires à partir des résultats présentés dans les parties précédentes. Celle-ci trouve à s'exprimer dans 2 chapitres. Dans le premier, Jean-François Marcel propose au lecteur de se laisser prendre entre les bras de la pieuvre. Partant de la métaphore de la pieuvre, qui a accompagné le lecteur à travers les illustrations de Régine Bedin qui ouvrent chacune des 4 parties, l'auteur mobilise ensuite la réflexion de Douy, 1934-2019, sur l'expérience esthétique pour la transposer à l'expérience heuristique. Il propose enfin une conceptualisation qui stabilise la notion des happy œuvres, en tant que système quaternaire qui porte la spécificité d'une catégorie d'œuvres contextualisées au sein de la recherche-intervention-création, RTC, l'ouvrage en étant d'ailleurs partie prenante. Comme le spécifie Jean-François Marcel lui-même, il s'agit d'un espace complexe dans lequel l'esthétique et le scientifique se conjuguent, dans lequel les catégories d'acteurs adoptent des places changeantes, dans lequel le changement est structurant. Le deuxième chapitre, intitulé « Le moment des œuvres », se faire soi dans un monde incertain, permet à Dominique Broussal de revenir sur la façon dont le programme de recherche relatif aux perspectives émancipatrices du faire-œuvre s'inscrit résolument dans une perspective d'accompagnement du changement en sciences de l'éducation et de la formation. En les articulant avec les apports de la RTC, l'auteur précise ainsi différentes notions et leurs articulations, œuvre, moment, faire-œuvre, etc. Cela le conduit à proposer une stabilisation du faire-œuvre qui repose sur 5 dimensions qu'il développe. A. Le faire-œuvre comme acte de se faire soi en faisant. B. Le faire-œuvre comme moment herméneutique. C. Le faire-œuvre comme dramaturgie de la liberté. D. Le faire-œuvre comme vertige symbolique. E. Le faire-œuvre comme manifestation du désir demeurer désir. Avant de refermer cette introduction générale pour laisser le lecteur donner libre cours à sa curiosité, et jeter un œil dans l'antre du chercheur afin de le voir fourbir son chevalet et ses pinceaux, nous souhaitons insister sur le statut particulier des annexes dans cet ouvrage.
Elles ont été élaborées et organisées par Véronique Bedin, à destination de tout lecteur soucieux de lire des extraits des témoignages d'artistes qui ont été interviewés par nos soins, de prendre connaissance des matériaux de recherche dont elles donnent un aperçu, des outils de recueil des données qui sont présentés, ou des techniques d'analyse qui font l'objet de fiches spécifiques qu'elle a élaborées spécialement pour l'occasion. Elles sont structurées en 3 parties. Annexe sur les témoignages d'artistes, annexe sur le recueil des données, annexe sur le traitement des données. Nous conseillons vivement aux lecteurs d'aller rendre visite à ces annexes qui, dans la métaphore que nous avons suivie dans la dénomination des parties, relèveraient peut-être de appentis, ce petit local à toit à une seule pente dont les dictionnaires nous disent qu'il est accolé à un bâtiment plus important. Faisons le pari qu'il saura y dénicher quelques trésors. Première partie, chevalet et pinceau. 1. Présentation du contexte de la recherche intervention création. Véronique Bedin, Dominique Broussal, Sébastien Séraphin. 1.1 Présentation du Centre culturel Saint-Cyprien. 1.1.1 La direction de l'animation socioculturelle. Comme tous les autres équipements culturels de la Ville Rose, le Centre culturel Saint-Cyprien est géré par l'une des nombreuses directions de la mairie de Toulouse. La direction de l'animation socioculturelle, DASC dans la suite du texte. Celle-ci relève de la Direction générale des solidarités. La DASC œuvre en faveur de l'accès du plus grand nombre de Toulousaines et de Toulousains à des pratiques culturelles, éducatives ou créatives. Elle privilégie, pour ce faire, une relation de proximité et de convivialité via une programmation artistique accompagnée d'actions de médiation et une offre de loisirs artistiques, sportifs ou d'activités de plein air. Il s'agit de soutenir les pratiques collectives amateurs, qui favorisent l'épanouissement individuel des personnes, de favoriser l'intégration mutuelle des différentes catégories sociales et l'animation locale à l'échelle des quartiers de la ville. Concernant son organisation, la DASC se compose d'une direction centrale, de 15 centres culturels et d'animation et de maisons de quartier ou salles polyvalentes rattachées aux équipements. Elle compte 300 agents permanents municipaux administratifs, accueil, comptabilité etc., technique, entretien ménager, suivi des bâtiments, gardiens etc., ou chargés de l'animation, porteurs de projets, animateurs de la vie locale, coordinateurs, programmateurs, régisseurs de spectacles, médiateurs culturels, etc. Elle anime et soutient également un réseau de 12 structures d'éducation populaire s'inscrivant dans le cadre de conventions qui précisent les objectifs et les moyens propres à cette collaboration. Ces associations complètent donc efficacement le dispositif municipal. Notons que la direction accompagne aussi des initiatives ponctuelles. Celles-ci peuvent émaner de porteurs de projets divers, qui bénéficient alors de subventions ou d'aides en nature. En 2016, une évaluation a été réalisée sous l'impulsion de la DASC et de l'élu référent. Elle a permis de mettre en évidence le fait que 88% des usagers sont satisfaits de l'attractivité des centres socioculturels. L'enquête a montré que les centres accueillent un nombre important de femmes, 75%, de personnes de plus de 60 ans, 34% et d'employés, 23%. L'une des préconisations formulées par les évaluateurs invitait à mieux connaître les besoins des habitants et les caractéristiques du public accueilli dans les structures municipales et associatives. Les enjeux actuels de la direction sont de conforter sa capacité d'intervention dans les quartiers. Ceci afin de répondre à un souci d'équilibre territorial et de remplir sa vocation essentielle d'action et de médiation culturelle, en synergie avec les autres acteurs artistiques, éducatifs, sociaux, urbains et les milieux associatifs. Au travers de ses actions, activités, programmations et projets, la DASC travaille et répond donc à 4 axes structurant les politiques publiques: la culture, l'éducation, la vie locale et la solidarité. Si nous nous intéressons à présent aux détails de ces missions, celles-ci sont les suivantes. Assurer la programmation, la diffusion et la médiation autour de spectacles et d'expositions. Ceux-ci représentent 470 spectacles adultes, 100 spectacles jeunes publics et 100 expositions par saison. Proposer une offre d'activités, ateliers, stages et accompagner les pratiques amateurs. La DASC gère ainsi 150 activités régulières différentes à l'année,
et plus de 430 séances hebdomadaires. Elle organise également des temps forts pour promouvoir les pratiques amateurs, galas, restitutions, contribuer à l'animation locale du territoire. Elle assume ainsi un rôle d'organisateur d'événements, en relation avec les associations et les habitants. Elle a à cœur de décliner localement les grandes manifestations culturelles municipales, garantir l'accueil du public et des différentes populations des quartiers, leur information, leur inscription aux activités. À l'instar des autres services de la mairie de Toulouse, la DASC s'organise en 5 services opérationnels qui répondent à une logique de maillage territorial. Cette territorialisation favorise la complémentarité ainsi que la transversalité et constitue une vraie force pour le réseau, en termes de réactivité. Ces différents services regroupent des structures municipales et assurent le suivi des associations conventionnées. Tableau numéro 1. Structures municipales et associations conventionnées relevant des 5 services opérationnels de la DASC. Pour une meilleure visibilité et lisibilité du réseau DASC, et sous l'impulsion de l'adjointe au maire de Toulouse en charge de l'animation socioculturelle, Valérie Jacquet-Violo, l'ensemble des centres d'animation deviennent des centres culturels de quartier en 2021 à 2022. La carte qui suit permet de se représenter la densité du maillage territorial que nous venons d'évoquer. Carte numéro 1. Implantation de l'animation socioculturelle à Toulouse, 2021. 1.1.2 Le Centre culturel Saint-Cyprien. Le contexte institutionnel dans lequel il s'inscrit ayant été globalement développé, attachons-nous maintenant à présenter le Centre culturel Saint-Cyprien de manière plus détaillée. Ouvert en 1985, celui-ci est donc l'un des 7 centres culturels toulousains. Il fait partie du territoire Toulouse-Rive-Gauche, qui irrigue les quartiers allant de Saint-Cyprien à Pas-de-Doigt, du fer à cheval à la route d'Espagne, des arènes à Bagatelle et de la cartoucherie à Casselardy. Comme nous l'avons déjà indiqué, Victoria Ournac est responsable de ce centre depuis février 2020. Situé au 56 allée Charles de Fitte, il est reconnu pour ses pôles d'excellence autour de la photographie et de la danse, son secteur des aînés, son secteur art plastique qui nous intéresse tout particulièrement dans le cadre de cette publication et les spectacles qui ont lieu dans sa salle, Scène le Chapeau Rouge. Le Centre culturel Saint-Cyprien propose de multiples activités et une programmation qui a pour fil conducteur de tisser des liens entre le public et les artistes, avec une large part donnée à la découverte et à la création. La salle Scène le Chapeau Rouge accueille de son côté de la chanson, des musiques du monde, du théâtre, des spectacles jeunes publics, du flamenco, de la musique de chambre, des performances dansées et un festival de théâtre solo, le Coup de Chapeau. Le Centre culturel Saint-Cyprien dispose de 2 galeries d'exposition qui accueillent les arts plastiques et la photographie. Il est notamment partenaire d'une saison photo à Toulouse, du Festival d'art contemporain le printemps de septembre, de la Galerie du Château d'Eau, exposition de photographie, et s'inscrit pleinement dans l'arc culturel du Château d'Eau au Musée d'art contemporain, les abattoirs, avec l'arrivée en 2021-22 de la Cité des Arts sur le site réhabilité de l'ancien hôpital La Grave. Notons aussi que le Centre culturel Saint-Cyprien héberge en son sein la médiathèque Saint-Cyprien et le musée de l'affiche de Toulouse. Celui-ci est unique en France. Il s'agit d'un lieu de mémoire populaire créé en 1979 qui retrace l'histoire de l'iconographie et du graphisme populaire, réunissant plus de 200 000 documents, dont certains remontent au XVIIe siècle. Le Centre culturel Saint-Cyprien est organisé en différents secteurs. Le secteur art plastique est principalement conçu autour de la présentation d'expositions, de la mise en place d'ateliers et de stages qui s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Des artistes et des intervenants diplômés sont chargés d'animer ces sessions. Ces ateliers et stages, d'initiation ou de perfectionnement, sont un espace de pratique plastique et de découverte de l'histoire de l'art. Lieu d'échange et de rencontre, il y règne une ambiance conviviale propice à la création. L'ensemble des expositions fait l'objet d'un travail de médiation culturelle en direction des établissements scolaires et d'un public adulte, l'objectif étant de favoriser un lien avec les artistes et d'instaurer une relation à l'art qui se vive dans la durée. L'atelier de photographie propose aux enfants, adolescents et adultes des ateliers tout au long de l'année,
des stages d'initiation et de perfectionnement en week-end, journée ou pendant les vacances scolaires pour le jeune public, un libre accès aux laboratoires argentiques et numériques, la participation à des projets spécifiques ou des activités de médiation, des rencontres et des projections. En parallèle, l'atelier de photographie programme des expositions dans les galeries du Centre culturel Saint-Cyprien et dans des lieux partenaires. Les classes des établissements scolaires ont la possibilité d'être accueillies pour des visites commentées. L'atelier danse est une structure pédagogique ouverte sur Toulouse et sa région. L'atelier propose un enseignement dispensé par des professeurs de grande expérience dans des styles et des niveaux différents. Parallèlement aux activités régulières, l'atelier propose des formules stages et des samedis pédagogiques permettant de travailler plus précisément des techniques complémentaires ou de développer les supports de la création et de la recherche. L'atelier des aînés accueille les seniors des 60 ans et propose des espaces d'expression, de partage et de convivialité favorisant l'implication, la créativité tant individuelle que collective où loisir rime avec plaisir. Les ateliers et les stages sont encadrés par des animateurs professionnels, garantissant un accueil privilégié et la mise en place d'une pédagogie adaptée au rythme et au bien-être de chacun. Le secteur spectacle, qui avait pour projet en 2021 de lancer un nouveau rendez-vous hebdomadaire, les Mardis du Rire, qui permettent de venir en famille, entre amis, de découvrir des talents locaux et de partager un moment de bonne humeur. À noter qu'au travers de parcours, restitution et médiation auprès des scolaires, le centre culturel est un acteur majeur de l'éducation artistique et culturelle. Il contribue ainsi à l'apprentissage de connaissances culturelles, favorise la rencontre avec les artistes et les œuvres et initie à des disciplines artistiques. Afin de donner une idée plus précise de l'activité du Centre culturel Saint-Cyprien, indiquons qu'il attire 2000 usagers réguliers de pratique amateur, qu'il propose 35 à 40 spectacles par an, 6 à 8 expositions par saison. Il offre, par ailleurs, de nombreuses médiations à destination du public scolaire et propose 40 sorties culturelles et de plein air par an. Citons également la création du festival Barrio Loco, Rio Loco dans les quartiers, la participation à de nombreux projets transversaux, le printemps de septembre, une saison photo à Toulouse, les fêtes de quartier, la coordination des festivités de Noël dans le quartier, la coordination du festival Théâtre d'hiver, l'organisation du festival Le Coup de Chapeau, les cinémas en plein air et divers projets au fil de l'eau. Le dynamisme du Centre culturel Saint-Cyprien montre qu'il n'y a pas d'antagonisme entre la proximité et le rayonnement. Les actions et programmations qu'il propose se situent entre les deux, dans une perspective participative. Le centre ne se limite pas à donner à voir, comme peuvent le faire d'autres lieux dédiés aux expositions, mais il est attentif à mobiliser le public et à le mettre en situation d'agir et de s'engager. Les habitants jouent donc un rôle prépondérant dans le projet et les activités qui en découlent. Il convient de souligner à quel point animateurs et intervenants ne s'enferment pas dans ce qui pourrait être leur petit confort, mais sont attentifs à s'ouvrir vers l'extérieur. Ainsi, des interventions et projets sont régulièrement partagés avec d'autres structures culturelles ou sociales, ou bien en milieu scolaire. Au cours de ses 35 ans d'existence et plus, le Centre culturel Saint-Cyprien a reçu de nombreux artistes émergents qui sont aujourd'hui devenus professionnels, ayant acquis pour certains une renommée importante, des artistes plasticiens et des danseurs qui ont donné au public le goût de s'initier à des pratiques nouvelles et qui ont contribué à créer des vocations, des usagers aux ateliers photo qui ont prolongé l'exercice de cette activité en tant que formateurs. Si la culture se partage, elle est aussi un formidable levier d'émancipation et de mobilité sociale et c'est, convaincu de cet enjeu, que toutes les personnes impliquées dans le fonctionnement de ce centre agissent. Comment ne pas alors faire référence à l'éducation des enfants et adolescents ? Ceux-ci sont invités à partager les nombreuses propositions artistiques qui leur sont dédiées dans cet espace, ateliers, stages, spectacles, dispositifs spécifiques comme Passeport pour l'art ou lecture dansée par exemple. Des collaborations avec les établissements scolaires sont d'ores et déjà organisées selon cette perspective et sont vouées à se développer à l'avenir. 1.1.3 L'année 2020, la visiteuse qu'on n'attendait pas. C'était écrit. L'année 2020 devait être une année importante pour ce centre culturel Saint-Cyprien qui,
après de nombreuses années de bons et loyaux services, s'apprêtait à faire peau neuve. Juste avant les importants travaux qui devaient s'engager au printemps, une exposition était programmée du 28 février au 3 avril 2020. Sous l'intitulé volontiers provocateur de faire le mur, elle proposait aux artistes d'investir librement les murs, le sol et le plafond de l'espace d'exposition, avant démolition. Nous présenterons plus en détail cette exposition dans le chapitre qui suit, mais nous ne pouvions conclure cette présentation sans évoquer la crise sanitaire de la Covid-19, la visiteuse inattendue. Tout d'abord parce que cette crise sanitaire mondiale eut pour effet de précipiter la fermeture du Centre culturel Saint-Cyprien, bien avant la date prévue pour le début des travaux, interrompant brutalement l'exposition en cours. Si la situation était exceptionnelle, la décision ne l'était pas. Le centre connaissait le même sort que celui de tous les lieux de culture, musées, théâtres, cinéma, dont on sait a posteriori le lourd tribut qu'ils ont payé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque répondant à l'appel du président de l'Ordre des médecins de Haute-Garonne, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, décida de mettre à disposition à compter du 23 mars 2021 12 équipements culturels, dont le Centre culturel Saint-Cyprien, afin de contribuer à la prise en charge de personnes présentant des symptômes de type Covid. Des personnes qui se rendaient en consultation traversèrent ainsi le lieu d'exposition déserté, ainsi qu'on nous le rapporta, et nous nous prenons à rêver qu'en dépit de leur état et des craintes justifiées qui pouvaient être les leurs, elles se soient un instant évadées en regardant l'une des œuvres présentées. Une autre manière de faire le mur, complètement imprévue, on nous l'accorde. Au-delà de l'anecdote, ceci nous paraît intéressant à garder en mémoire dès lors qu'on s'intéresse à ce qu'est un centre culturel au fond, un lieu qui rend la rencontre avec l'œuvre possible. Pour autant qu'on la présente, ce qui fut fait, qu'on la rende accessible à l'inconnu qui passe, et même si ses pas ne l'ont pas guidé volontairement jusque-là, la balle est alors dans son camp. Il dépend alors de lui, comme l'exprimait Paul Valéry, que l'œuvre se fasse tombe ou trésor. Avant de reprendre le fil de notre propos et de présenter les deux expositions qui sont au cœur de la recherche-intervention-création dont nous rendons compte, l'Artoutech 2018 et Faire le mur, nous proposons au lecteur de découvrir un certain nombre de photographies du Centre culturel Saint-Cyprien prises avant les travaux, puis durant la crise de la Covid-19, et enfin tel qu'il s'offre aujourd'hui au regard, avec sa nouvelle façade et ses deux galeries d'exposition entièrement rafraîchies. L'inauguration officielle du centre rénové a eu lieu le vendredi 2 juillet 2021 sous l'égide du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, également président de Toulouse Métropole, et du maire de quartier Saint-Cyprien, Jean-Paul Bouche. Illustration numéro 1. Vue du Centre culturel Saint-Cyprien depuis les allées, Charles de Fitte, Toulouse, avant les travaux. Illustration numéro 6 et 7. Le Centre culturel Saint-Cyprien rénové, nouvelle façade, nouvel espace d'exposition, mai 2021. Illustration numéro 8. Le Centre culturel Saint-Cyprien rénové, nouvel espace d'exposition, mai 2021. 1.2 Présentation des deux expositions, l'Artoutech 2018 et Faire le mur, des artistes et de leurs œuvres. 1.2.1 Le dessin, fil conducteur de ces deux expositions collectives favorisant la mise en lien. La recherche-intervention-création, RIC, dont cet ouvrage rend compte, s'est intéressée aux deux expositions d'art graphique organisées à Toulouse par le Centre culturel Saint-Cyprien au cours de la saison 2019 à 2020, l'Artoutech 2018 et Faire le mur. Elles seront présentées ci-après. Si le Centre culturel Saint-Cyprien constitue le partenaire institutionnel identifié de cette RIC, les expositions jouent quant à elles un rôle majeur. Elles sont les centres de gravité à partir desquels les différents fils de la recherche ont pu irradier. Productrices de dynamique donc, fertilisant les travaux, mais leur donnant également une consistance particulière. Ces deux soleils ne sont d'ailleurs pas à penser isolément l'un de l'autre. Ils sont eux-mêmes engagés dans un mouvement commun, une intentionnalité que rappelle à juste titre la coordinatrice du secteur art plastique de ce centre. Malgré la présentation d'expositions diversifiées, j'essaie de garder une cohérence de programmation sur la saison. Par exemple, avec l'Artoutech 2018 et Faire le mur, le fil conducteur est le dessin. Pour ces deux expositions, nous sommes en présence d'œuvres très graphiques avec une place importante accordée au trait,
à la ligne, l'idée étant de voir quel lien entretient le dessin avec les autres vecteurs d'expression. Bien que cette programmation échappe à la RIC, ce qui est tout à fait naturel, nous ne pouvons manquer de souligner deux caractéristiques qui nous ont d'emblée paru en accord avec le questionnement scientifique que nous souhaitions mettre en œuvre, ce qui était de bon augure. Évoquons ainsi la dimension collective, présente dans les deux expositions. Cette dimension constitue un axe fort des recherches-interventions conduites au sein de l'UMR-EFTS, puisque ces dernières sont le plus souvent conduites par plusieurs chercheurs intervenants et s'adressent à un ensemble d'acteurs de terrain par le biais de dispositifs de type participatif et délibératif. Sous la responsabilité de la coordinatrice du secteur Arts plastiques du Centre, ce sont deux collectifs d'artistes qui se sont constitués, même si le niveau d'interaction ou de collaboration a pu varier selon les participants. Pointons enfin cette ouverture que la question du lien entre dessin et autres médiums suscite. Une telle ouverture, une telle mise en relation nous apparaissent d'autant plus précieuses qu'il ne s'agit pas dans cet ouvrage, d'une recherche conduite par des spécialistes des arts plastiques, mais par des chercheurs en sciences de l'éducation et de la formation. Si l'œuvre est au cœur de leurs préoccupations, ils l'abordent du côté des rapports que l'on peut précisément établir entre le processus de création artistique ou de réception et un certain nombre de fonctions ou de dynamiques afférentes, la question de la portée éducative ou émancipatrice des œuvres, pour ne citer que cet exemple. Commençons à présent la description des deux expositions, d'abord de façon globale avant de nous attacher de façon plus approfondie à chacune d'entre elles, ce qui nous permettra par là même de présenter les artistes qui y ont contribué. L'approche ne serait pas complète si nous ne faisions pas référence aux œuvres des artistes dont ils sont effectivement indissociables, et notamment celles en rapport avec les deux expositions mises en exergue dans cet ouvrage. Nous avons donc choisi de donner à voir dans cette publication 2 ou 3 reproductions par artiste, en accord avec eux, et nous invitons les lectrices et lecteurs à les découvrir à la fin de ce sous-chapitre. 1.2.2 Le calendrier des expositions et leur organisation générale. La première exposition collective, l'Artoutech 2018, a eu lieu du 19 novembre 2019 au 15 janvier 2020. Elle rassemblait 6 artistes, Daniel Delors, Geneviève Desméreaux, Alexis Deville, Charlotte Massip, Hélène Mongin et Jean-Michel Prey. Le vernissage a eu lieu le 22 novembre en fin de journée, et il a réuni près de 150 personnes. La deuxième exposition, Faire le mur, elle aussi collective, était prévue du 28 février au 3 avril 2020. Le vernissage a eu lieu le 28 février 2020 en fin de journée, et il a réuni plus de 160 personnes. La crise sanitaire de la Covid-19 a cependant considérablement écourté cette seconde exposition, le premier confinement ayant été décrété le 17 mars 2020 et s'étant prolongé jusqu'au 11 mai 2020. Comme l'indique le Centre culturel Saint-Cyprien sur sa page Facebook, le centre s'est transformé durant cette période en centre de consultation Covid-19, proposant des consultations les matins du lundi au vendredi, et les samedis et dimanches après-midi. Cette deuxième exposition rassemblait 10 artistes, Valérie Ascos, Aude Ossillou, Valentine de Chabanex, Bilitis Farny, Annie Zambert, Estelle Lacombe, Emmanuel Masson, Anne-Frédérique Maurer, Matt Roussel et Nathalie Tousnakov. Comme c'est le cas à chaque fois, le Centre culturel Saint-Cyprien organisait autour des expositions un certain nombre d'activités destinées au public. Celles-ci permettent aux personnes intéressées de prolonger la rencontre avec les œuvres sous une forme originale ou de s'initier à une technique plastique auprès d'un artiste confirmé. Dans le cadre de la première exposition, une visite commentée de l'exposition de Virginie Loz au Centre culturel Henri Desballes, suivie de la visite de l'exposition L'Artoutech 2018 au Centre culturel Saint-Cyprien, a eu lieu le 21 novembre 2019, sous l'intitulé « 2 lieux, un parcours ». Un stage était également proposé dans ce centre, couleurs, motifs et textures, le 30 novembre 2019, permettant au public de découvrir les techniques de réalisation des ornementations et décors. Le stage était mené par Yannick Dabouy, artiste peintre, restaurateur de peinture murale, décorateur et formateur à l'École européenne de l'art et des matières d'Albi. Dans le cadre de la deuxième exposition, un stage d'initiation à la sérigraphie a été animé par Annie Zambert le 14 mars 2020, mobilisant les ressources de l'atelier qu'elle a créé, 54 fils OCM.
Cette dernière a également présenté ses créations dans l'exposition « Faire le mur ». La crise de la Covid-19 a, hélas, empêché les deux autres activités prévues. Une visite commentée en présence des artistes de deux expositions au Centre culturel Henri Desballes et Saint-Cyprien le 18 mars 2020 et la soirée closing programmée le 13 avril 2020, soirée très attendue qui aurait permis au public participant d'intervenir directement sur les murs du Centre culturel Saint-Cyprien, grâce à la série mobile d'Annie Zambert. 1.2.3 L'Artoutech 2018. Une rencontre originale entre art contemporain et papier peint. Revenons à présent sur la première exposition, l'Artoutech 2018, pour en préciser le projet. Cela nous permettra de présenter les artistes qui y ont participé, ainsi que l'éditeur de papier peint, Labo Linerd. Les lettres de noblesse de Labo Linerd sont aujourd'hui acquises, avec notamment l'appui d'importants diffuseurs parisiens ainsi que d'architectes et de décorateurs de renom. Nathalie Guillot en est la directrice artistique et la cofondatrice avec Bruno de Fontaine, photographe et imprimeur. Cette marque toulousaine de papier peint de prestige, Labo Linerd, met l'accent sur la création d'une gamme originale au concept novateur. Cette collection toute particulière, nommée l'Artotek, s'est construite sur une collaboration avec des artistes plasticiens créant une passerelle entre art contemporain et arts appliqués. Des œuvres d'art imprimées sur mesure rendent ainsi atypiques les espaces dans lesquels elles trouvent leur place. Donnons quelques éléments sur sa genèse. Après avoir suivi des études aux Beaux-Arts, Nathalie Guillot a créé une première entreprise, les Éphémères Design, entreprise dédiée à la scénographie d'événements, que ce soit à destination des entreprises ou pour des cérémonies de mariage haut de gamme. Ce travail de scénographie l'a amené progressivement à investir la décoration d'intérieur puis à envisager avec Bruno de Fontaine, en 2015, la création d'une marque de papier peint nommée Labo Linerd. À quatre mains, ils ont créé leur propre modèle et continuent à le faire. En 2018, une nouvelle collection voit le jour, l'Artotek, une artothèque faire de rencontres d'artistes contemporains. Aujourd'hui, le papier peint se revisite, explique Nathalie Guillot. Il se métamorphose et sort des sentiers battus. C'est à l'occasion de l'exposition pour l'ouverture de cette collection, qui a eu lieu en novembre 2018 chez Trintoto Original, à Toulouse, que la coordinatrice du secteur art plastique du Centre culturel a pu découvrir la collection l'Artotek de Labo Linerd et ses artistes. Lorsqu'elle a mis en place la programmation des expositions 2019 à 2020, nous indique-t-elle dans un des entretiens qu'elle nous a accordés, elle a pu réaliser un projet qui lui tenait à cœur, travailler sur le thème du papier peint. Deux raisons principales l'animaient. D'une part, cette thématique n'a jamais été abordée à Saint-Cyprien. D'autre part, elle est l'occasion d'expérimenter divers thèmes en art plastique, le motif, le fond et la forme, le coloris. Elle ajoute que si le papier peint a été un temps délaissé car jugé ringard par certains, il revient aujourd'hui en force dans de nombreux foyers. Pour illustrer cette alchimie entre art contemporain et papier peint que représente l'avènement de Labo Linerd, on découvrira ci-après une reproduction d'une création de Nathalie Guillot et une autre de Bruno de Fontaine, qui en sont ses cofondateurs. Comme on pourra le constater, les papiers peints artistiques ont harmonieusement trouvé leur place dans des espaces intérieurs, auxquels ils apportent une plus-value esthétique indéniable. Illustration numéro 9. Exemple de papier peint réalisé à partir d'une œuvre de Nathalie Guillot, Labo Linerd. Illustration numéro 10. Exemple de papier peint réalisé à partir d'une œuvre de Bruno de Fontaine, Labo Linerd. Pour l'exposition l'Artoutech 2018, au Centre culturel Saint-Cyprien, comme nous l'avons précisé, 6 artistes de la collection l'Artotek, de Labo Linerd, ont été retenus parmi ceux de l'édition de 2018, qui en comportait 16 au total, en veillant à une harmonie et une cohérence d'installation, selon la coordinatrice du secteur art plastique de ce centre. Cette harmonie et cette cohérence tiennent au fait que les œuvres présentées sont essentiellement en noir et blanc, agrémentées cependant de couleurs pour Hélène Mongin par exemple, qu'elles accordent une grande importance aux traits et qu'elles mobilisent un nombre de supports restreints, calque ou papier blanc pour l'essentiel. Pour chaque artiste, lors de l'exposition l'Artoutech 2018, le choix a été fait de présenter 2 laits de papier peint ainsi que les œuvres originales des artistes.
1.2.4 Présentation des artistes de l'exposition, l'Artoutech 2018. Il n'est que temps de découvrir maintenant les 6 artistes de l'exposition, l'Artoutech 2018. Nous nous appuyons ci-après sur la plaquette de cette exposition et sur les entretiens réalisés avec eux pour les présenter. Danielle Delors se destinait initialement à être géomètre-topographe, déjà séduite alors par le dessin, l'encre, les lignes. Elle s'est ensuite tournée vers le collage et la peinture, une autre façon d'explorer le monde. L'artiste se laisse entraîner par une poésie géographique, onirique ou décalée, persuadée que quand rien n'est attendu, tout peut arriver. Si sa pratique est ancienne, elle demeure confidentielle le plus souvent, n'ayant pas de vocation à devenir professionnelle. Ses œuvres sont nées dans des moments de méditation, venant presque toutes spontanément, allant vers quelque chose qui pourrait finir par être décoratif. On en trouvera 2 reproductions dans les pages qui suivent, Constellation 2 et Carnet de lignes pp 27 à 28. La première relève d'une sorte de tissage. L'artiste a utilisé des feutres très fins sur un fond à l'encre de Chine, produit selon la technique du lavis. La seconde est extraite d'un carnet d'une 40aine de pages qui comprend des dessins d'une grande précision, réalisés avec des outils spécifiques renvoyant au métier de technicien géomètre. Et tout s'est construit tout seul, comme elle le dit elle-même, dans un état second. Courriel, delordani@gmail.com. Site, danieledelorsalmon.blogspot.com. https://www.instagram.com/delordani/. Geneviève Desméraud a suivi des études en génie civil qui lui ont permis de se former aux techniques de mise en espace. Elle a ensuite opté pour le graphisme qu'elle a pu exercer dans différents secteurs: communication, presse ou édition. Elle a conçu de nombreux livres botaniques qui ont renforcé son regard sur la nature. Elle se définit comme une femme sans cesse en recherche d'accord, d'équilibre et d'authentique. Le rapprochement des extrêmes est un excellent exercice pour éprouver tout cela. Elle est préoccupée par le regard intérieur, celui que chacun porte sur le monde qui l'entoure, un point de vue central, comme dans une sorte de bulle paysage. Chacun voit son propre paysage se dessiner au bout de son histoire quand par ailleurs, le paysage réel du monde réunit les penseurs que nous sommes. Cette frontière, ce point d'équilibre toujours fluctuant, la fascine. 2 œuvres de cet artiste présentées lors de l'exposition l'Artoutech 2018, La Vague et Grenade, ont ainsi été choisies pour figurer dans l'ouvrage. La Vague est issue d'une performance réalisée durant une journée devant le public, lors de l'exposition à l'ancienne pharmacie de Sora en 2019. Grenade fait partie d'une série et se compose d'un portrait de fruits et de celui-ci conservé sous cloche 2019. Courriel, g.demro@free.fr. Site, gdmro.net. Pour Alexis Deville, l'expression artistique est rapidement devenue vitale, son geste plastique est une urgence. Grâce à son outil privilégié, la craie carrée, il compose un univers fait d'arabesques et de superpositions qui font entrer le spectateur dans un univers baroque d'une grande intemporalité. Il se voit comme quelqu'un qui cherche la beauté, l'harmonie, quelqu'un qui cherche en tout cas à aller au plus profond et à essayer d'harmoniser, de structurer, d'équilibrer tout ce qu'il a. La pratique artistique relève, à ses yeux, d'une nécessité existentielle, lui permettant à la fois d'être en accord avec lui-même et en relation avec les autres. Son geste graphique relève plus de l'émotion que de la réflexion, le projetant dans une expérience qui consiste pour lui, à se vivre comme une flamme ou comme un oiseau, et à capter la trace de cette expérience. Il n'hésite pas à considérer ses œuvres comme des messages d'amour. 3 d'entre elles, qui renvoient chacune à des ornements végétaux différenciés, sont reproduites ci-après, et rendent compte de l'atmosphère si singulière que cet artiste s'est créée. Elle constitue une ode à la nature, une nature qui serait empreinte de complexité, luxuriante et source de vie. Courriel, alexis.deville@yahoo.com. Site, https://www.facebook.com/alexis.deville.75/. Charlotte Massip a suivi une formation en gravure à Paris, à l'école Estienne, École supérieure des arts et industries graphiques. Elle poursuit depuis plusieurs années un travail sur le corps et l'anatomie, notamment féminine. Elle y transgresse les lois de la biologie,
n'hésitant pas à déplacer les organes, à opérer des greffes surprenantes tout en étant particulièrement attentive aux détails, ce qui donne à ses planches une tonalité quasi anatomique. Elle a reçu en 2016 le prix Jeune Gravure du Salon d'automne de Paris. Auparavant, de 2012 à 2013, elle a été résidente à la Casa de Velcisquez, Académie de France à Madrid, en tant que membre graveur. Le caractère très technique de la gravure joue un rôle important pour elle, lui évitant de se perdre, l'aidant à canaliser toute cette fantaisie qu'elle peut avoir dans le subconscient. Elle apprécie particulièrement dans la gravure, ce détail à l'échelle de la plume, du crayon, ce trait qui peut devenir obsessionnel, ce petit trait qui s'ajoute au trait au fil de la pointe. Deux de ses œuvres, présentées infra, Melodies 83 par 83 cm et David 188 par 80 cm, illustrent parfaitement la manière dont l'artiste parle elle-même de son art. Depuis décembre 2020, Charlotte Massip ne fait plus partie de la collection L'Artoutech de Labo Linerd. Elle s'est retirée en 2021 dans le Gers, à Lectoure, où non seulement elle continue à graver et à imprimer des estampes, mais aussi se livre à de nouvelles expérimentations, plus liées au souci d'intégrer l'œuvre au décor domestique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.